On a vu dans ce reportage, vous aviez une quinzaine d'années à l'époque où le site a été découvert. Est-ce que vous avez eu immédiatement l'impression de tomber sur quelque chose d'anormal? J'ai eu d'abord l'impression de tomber sur une grotte magnifique. Il y a certains scientifiques dans le film qui en ont commenté. Quand on est spéléo et qu'on désobstrue, ce que l'on cherche, bien évidemment, c'est de trouver une grotte. Une grotte, ça ne se trouve pas vraiment par hasard, comme on pourrait trouver un coquillage sur la plage. Là, il a fallu y travailler. Je n'y ai pas travaillé tout seul. Je tiens à remercier les gens qui m'y ont aidé, les gens qui ont eu foi en ce projet. Ce sont les gens de ma famille. Mon frère Alexis, mon père Jean, qui m'a montré et aussi aidé à désobstruer. Et puis ma mère qui, dans le jour précédent et le jour de la découverte, était là à me tenir les pieds. La toiture finale. Et donc, effectivement, cette découverte s'est passée, pourrait-on dire, a été méritée. Là où j'ai eu de la chance, c'est effectivement de ne pas trouver qu'une grotte, aussi belle soit-elle, mais d'une grotte qui contient un trésor. Ce film, c'est le film de Luc Henry Fage. Et avant d'interroger les scientifiques, j'ai invité Luc Henry à nous rejoindre en lui posant une question. Quelle idée a dans la tête un réalisateur pour aller faire un film sur quelque chose qui ne bouge pas au fin fond d'une grotte dans le noir? Très honnêtement, c'est un challenge, on va dire. Parce que pour le spectateur moyen, c'est un tas de cailloux. Plusieurs fois, le monteur, quand il regardait ça, il me disait, mais il se penchait, il regardait l'image, mais c'est pas possible, ils étudient des bouts de cailloux. Ces bouts de cailloux, ils ont été manipulés par l'homme. C'est ça la différence. Et ça, pour le raconter dans un film, c'est pas évident, effectivement. Non, moi j'ai visité, moi je suis spéléologue, je suis membre du club de Caussade. J'ai visité la grotte en 2010, et quand j'ai vu cette structure, Michel nous a fait la visite annuelle qu'il faisait à quelques initiés pendant l'été. Moi j'ai tout de suite imaginé un film à ce moment-là. Il m'a raconté la première étude, la mort de François Rouzot, puis le fait qu'ils avaient plus de chercheurs. Je suis revenu 6 mois après avec d'autres archéologues, mais malheureusement qui n'ont pas été disponibles pour s'engager dans l'histoire. C'est bien fait, heureusement pour vous. Mais ils n'étaient pas des paléoclimatologues. Et puis voilà, puis j'ai dit, il faut faire un film. Bon, ça a été long. Et puis 5 ans après, Michel me dit, tu sais, tu pourrais venir filmer. C'est très, très vieux. C'est très, très vieux. Tu peux venir filmer, mais tu ne pourras rien en faire. J'ai dit, bon, on a rencontré les propriétaires ensemble, on a convenu d'un moyen de collaborer ensemble sur ce film. Et voilà, je me suis lancé dans cette histoire avec un peu de passion, parce que moi j'adore l'archéologie, j'en fais à mon niveau, au niveau de la rupestre avec les grottes de Bornéo. Mais là, Néandertal, je n'y connaissais absolument rien. Ça, c'est vrai que j'ai découvert en compagnie de Jacques et de ses collègues, et puis de tous les autres collègues que j'ai pu rencontrer, qui sont nombreux, comme Bruno, qui malheureusement n'a pas pu trouver sa place dans le montage, mais il y en a eu d'autres. On va faire un autre film ensemble, je suis sûr. Voilà. Donc, c'est vraiment une histoire de passionnés. Et moi, je suis passionné à la fois par les grottes et puis finalement, ce Néandertal, c'est un peu notre très très arrière, très très vieil ancêtre du spéléologue. Hein, on est des spéléologues. Lui, il est allé quand même assez profond dans une grotte et c'est émouvant. Voilà. J'espère avoir traduit ça dans le film. Je crois qu'on peut le dire. En tout cas, on est extrêmement... On est extrêmement marqué. Moi, j'ai une question. La technique au fond d'une grotte, là, on imagine. Je veux dire, moi, j'ai reconnu des sentiers balisés, des choses comme ça. C'est facile de mettre une caméra dans une cavité où on ne peut pas circuler? Alors, filmer sous terre, c'est un peu ma spécialité. Depuis 30 ans, je fais des films de spéléo, que ce soit à l'autre bout du monde ou en France. Ça pose des problèmes, mais qui sont résolvables. Filmer sous terre dans une grotte dont l'entrée est une étroiture, ça limite tout de suite le volume du matériel qui peut rentrer. Et puis, ça limite quand même les mouvements. Par contre, une fois qu'on est dans la grotte, c'est une belle grotte, c'est magnifique, le déplacement ne pose pas de problème, sauf qu'effectivement, il y a un sentier balisé et on ne peut pas en sortir. Ou alors, il faut demander l'autorisation poliment à Michel. Michel, tu as vu, là, c'est calcité, est-ce que je peux poser? Parce que même pour poser un trépied, on ne peut pas sur le sentier. Il faut qu'il y ait un des pieds qui soit en dehors. Voilà. Heureusement,
la structure est complètement calcitée, comme le dit Michel à un moment dans le film. Ce qui fait que là, c'était le seul endroit où je pouvais bouger, faire des plans, contre-plans, me mettre à gauche, à droite, au-dessus des gens. Voilà. Mais non, ça pose d'énormes problèmes. Bon, après, tout se résout. Et puis, je pense que les difficultés aident à raconter des belles histoires aussi. Là, c'est pas un film scientifique au sens... On ne fait pas de la science avec un film. Là, je réponds d'une certaine manière à un mail que m'a envoyé Michel il y a quelques jours. On raconte une histoire scientifique. On ne fait pas un film scientifique. La science, on l'a fait dans des thèses, on l'a fait dans des articles, dans des publications scientifiques. On ne le fait pas dans un film. Ça, c'est un film grand public où on raconte une histoire. Et donc, même si les cailloux, ça ne dit rien aux gens, la passion de ces archéologues, de ces géologues, parce qu'il y a de nombreux géologues dans l'équipe, transpire. Et je pense qu'elle permet aux spectateurs d'adhérer à l'histoire et à la suivre jusqu'au bout. Voilà. Alors, Michel, vous avez joué un rôle important, hein, puisque vous étiez présent très très tôt dans l'histoire de la découverte de la cavité. Vous avez attendu 20 ans 20 ans pour qu'on reprenne des études sur ce site? Et oui, on a attendu une vingtaine d'années. Je crois que l'on a bien fait. Quand on a travaillé avec François Rousseau, on est arrivé à un point où on s'est dit, bien voilà, pour aller plus loin, pour connaître davantage, on va être obligé de faire de l'invasif. Autrement dit, si on fouille, on détruit. Faire une fouille, c'est de détruire intelligemment, mais de détruire quand même. Et on s'est dit, on n'a pas les moyens. On va donc arrêter les recherches et attendre que les techniques et les technologies évoluent. Et je crois que l'on a bien fait. Parce qu'à l'époque, à cette époque-là, donc il y a plus de 20 ans maintenant, pour avoir un résultat uranium-thorium, il fallait plusieurs kilos de concrétion et encore, on n'était pas sûr d'obtenir un véritable résultat. À l'heure actuelle, vous avez pu le voir dans le film avec Sophie, avec quelques centièmes de grammes de calcite, on est sûr d'avoir un résultat uranium-thorium. Et je crois que finalement, la sagesse a été d'attendre. Et peut-être que dans nos recherches, dans un certain temps, un certain nombre d'années, on se dira, bien, il faut attendre. Il faut attendre parce que les technologies vont évoluer. Et dans 20 ans, on aura peut-être les moyens de voir des choses que l'on ne voit pas à l'heure actuelle, de faire une sorte d'échographie du sous-sol de cette structure qu'on ne peut pas soulever. Tout le monde a envie d'aller voir en dessous ce qu'il y a. On ne sait pas ce qu'il y a, mais on ne peut pas. Alors, on aura peut-être les moyens. Alors, localement, très ponctuellement, on peut. À grande échelle, on ne peut pas, sinon on détruirait tout. Alors Sophie, vous avez joué un rôle important, on l'a vu dans cette histoire, puisque vous êtes un peu la fautive, si j'ai bien compris. Hein. C'est à vous que l'on doit les datations, en particulier, hein, les datations, avec un laboratoire qui s'est prêté au jeu. Votre spécialité, c'est l'étude des concrétions. Vous pouvez nous parler un petit peu de ce qu'apporte l'étude des concrétions, au-delà de l'âge d'ailleurs, puisque les concrétions, finalement, c'est du climat qui est enregistré. Est-ce qu'on a quelques données à partir, ou est-ce que vous avez déjà commencé à travailler sur ces données climatiques à cette période-là? Est-ce que vous avez des indications? Comment avez-vous abordé l'étude de cet ensemble extrêmement particulier? Oui, donc effectivement, moi j'étais en venant à Bruniquel. À ce moment-là, je travaillais en paléoclimatologie, donc on utilise les stalagmites qui enregistrent tout en fait, hein, donc tout en poussant. Elles enregistrent plein d'informations sur le climat qu'il y a à ce moment-là, l'environnement qu'il y a à ce moment-là, et qu'on arrive à récupérer de la stalagmite en étudiant plusieurs éléments traces comme le magnésium, le strontium, etc. Le pollen aussi, qui est de temps en temps emprisonné dans la stalagmite, etc. Donc l'idée, c'est de faire la même chose, évidemment, ici, sur les petites carottes. Bon, pour l'instant, on s'est d'abord focalisé sur la datation, qui était le primordial au départ. Donc avec Dominique Gentil, on a déjà commencé à faire ce qu'on appelle des isotopes stables, donc c'est l'oxygène, le carbone, qu'on essaye de retracer dans la stalagmite pour en récupérer des informations climatiques. Et donc on voit effectivement des changements. Le problème, c'est qu'on se retrouve 176 000 ans, c'est l'avant-dernier glaciaire, donc on est en période glaciaire, et durant la période glaciaire, le climat il fait du yo-yo. Donc, on peut en quelques générations passer d'un climat quasi interglaciaire, disons, on appelle ça interstadiaire puisqu'on se trouve dans une période glaciaire, donc dans un climat chaud, tempéré comme on connaît maintenant, ou alors dans un climat complètement glaciaire. Donc ça c'est la difficulté, surtout qu'on travaille il y a 176 000 ans avec une erreur de 2000 ans. Donc aller retrouver des changements climatiques qui font finalement 500 à 1000 ans, c'est compliqué de savoir où on se trouve, si on se trouve dans le pic du climat ou complètement dans le bas, donc dans la période très froide.
Donc ça, on est en train d'étudier pour l'instant, grâce à ces changements qu'on appelle d'isotopes stables. Et donc ça, ce sera... donc là, on s'est focalisé sur les dates. On va continuer à le faire parce qu'on va y venir, on va essayer de tout ce qui reste à faire encore, c'est d'avoir une chronologie plus précise des différents événements dans la grotte, parce qu'il y a eu les hommes, il y a eu les ours, il y a eu des inondations, de la boue. Donc on va essayer d'avoir une chronologie fine pour tous ces événements. Donc on continue quand même aussi à focaliser sur les dates. Et à côté de ça, on va petit à petit essayer de mieux comprendre ce climat et de mieux avoir une idée de la chronologie fine des changements climatiques. Évidemment, l'idée, c'est, OK, quand les hommes ont construit cette structure, faisait-il chaud, faisait-il froid? Oui, Jacques, on vous voit dans le film, là, vous coordonnez l'étude scientifique, et on voit que finalement, l'archéologue est surpris. Bon, déjà, on comprend que l'archéologue n'aime pas les spéléologues. On l'a entendu, il l'a avoué. Pourtant, Bruno me disait tout à l'heure que finalement, c'est très large aujourd'hui pour passer. Donc, comparé au moment où lui, il est passé la première fois. Donc, on vous voit très surpris, Jacques, de cette découverte. On mesure bien, avec tout ce qui a été, toutes les informations qu'on a eues dans ce documentaire, l'importance de la datation. Pourquoi est-ce que c'est si important d'avoir quelque chose de construit à 170 000 ans à cette époque-là par l'homme de Néandertal? Que savait-on finalement avant cette découverte, ou qu'imaginait-on pour l'homme de Néandertal avant cette découverte, à cette période? Et peut-être que vous pouvez nous rappeler au passage les périodes de l'homme de Néandertal, mais j'interrogerai tout à l'heure à ce sujet Bruno Monreil et Marco. Il y a plusieurs questions dans l'intervention. D'abord, son nom a déjà été mentionné plusieurs fois, mais je tiens à saluer la mémoire de François Rouzot. Parce qu'on se tutoie dans la vie, Francis. Enfin, j'ai du mal à te vous voyez comme une émission de télévision très sérieuse. Donc, si ça ne te dérange pas, je maintiens ce tutoiement. Comment dire, François Rouzot, c'est lui qui m'a élevé à l'archéologie spéléologique, à l'archéologie du milieu souterrain. Moi, j'ai été éduqué par François Rouzot. J'ai appris une partie de mon métier à ses côtés. Je sais qu'il y a dans la salle Jean-Noël et sa femme. Donc voilà, pour moi, effectivement, je hais les spéléologues quand les spéléologues ont un petit peu de mal à agrandir les ouvertures. Mais ça, c'est un débat que nous avons depuis longtemps avec Michel. Mais je me prête au jeu, il n'y a pas de souci, je suis assez sportif. J'ai la prétention de passer assez facilement dans cette étroiture. Après, enfin, j'essaye. Néandertal, le bilan, effectivement, Bruno a écrit dans une revue, il y a un avant et un après Bruniquel. Il l'a dit de manière assez théâtrale dans un sous-titre de cette revue. Mais effectivement, il y a un avant et un après Bruniquel, parce que Bruniquel, c'est bien expliqué dans le film, apporte sa pierre à l'édifice. Nous sommes depuis plusieurs décennies, quelques-uns, la plupart des spécialistes, à contribuer à ce qu'on appelle la réhabilitation de Néandertal. Le mal-aimé, c'est quasiment une injure dans les bandes dessinées. Il y a son aspect physique qui le dessert, parce qu'il est très différent physiquement de l'homme moderne, de nous. Donc tout ça contribue à une image qui est relativement défavorable de Néandertal. Or, nous, préhistoriens et les anthropologues et les généticiens et d'autres, savons maintenant, et depuis pas mal de temps, qu'il a un niveau technique, il sait faire des outils, il sait faire du feu, il a un habitat très sophistiqué, il ne chasse pas n'importe comment, il n'est pas un charognard, il a un niveau d'éducation, on va dire, et des capacités psychomotrices qui sont complètement interchangeables avec les hommes modernes qu'on a de l'autre côté de la Méditerranée. Et Bruniquel apporte quelque chose en plus, dans la mesure où jusqu'à présent, les hommes préhistoriques qui allaient sous terre, c'était les hommes modernes pour faire des gros tournées. On va à Chauvet, on va à Lascaux, à Rouffignac, à Pêche-Merle, pas loin d'ici, pour dessiner, graver. Et donc, si on va sous terre très loin, c'est forcément l'homme moderne et c'est forcément pour faire des dessins ou des peintures. Or, Bruniquel, c'est ni de l'homme moderne, ni des peintures ou des gravures, c'est autre chose. Et donc, cette capacité à aller dans un milieu qui est difficile, qui fait peur, il y a des animaux, Sophie nous a appris pas mal de choses là-dessus. Il y a des populations qui ont du mal avec le milieu souterrain. On n'y va pas naturellement, c'est un milieu étrange. Ici, on est encore dans une région où il y a beaucoup de grottes, il y a des galeries, on est relativement habitué, il y a des spéléologues qui nous découvrent des grottes. Donc, on est relativement familiarisé avec
ce milieu-là. Mais ce milieu fait peur à certaines autres populations. Et donc, de savoir que Néandertal également avait fréquenté ce milieu souterrain, pour nous, c'est très important dans la réhabilitation et dans le bilan que tu m'as gentiment demandé de dresser. Bien. Bruno, tu as écrit donc il y a un avant et il y a un après Bruniquel autour de Néandertal. Tu peux nous parler un petit peu de l'image de ce Néandertal et de l'évolution de cette image de Néandertal, parce que je sais que c'est un de tes sujets de choix. Oui, je peux essayer. C'est un petit peu compliqué de résumer ce qu'a fait Luc Henry dans le film rapidement avec deux types d'images. Celle de l'illustration publiée au début du XXe siècle suite à la publication de La Chapelle aux Saints, où on considère le néandertalien comme le parfait intermédiaire entre les hommes modernes, nous, sages et savants, et les grands singes. On est dans une compréhension assez simple de l'évolution de l'homme. Le néandertalien est supposé être l'homme préhistorique le plus ancien alors connu sur la Terre, même si d'autres avaient été trouvés mal identifiés. Et une image qui va progressivement, comme l'a très bien dit Jacques, réhabiliter petit à petit ce néandertalien, le rapprocher de nous, mais avec toujours une vision assez paradoxale qui veut voir en l'homme de Néandertal une humanité passée obligatoirement inférieure à la nôtre, parce que finalement, on ne réussit pas à expliquer sa disparition, et il semble que sa disparition soit corrélée avec l'arrivée de certains de nos ancêtres sur des territoires ancestraux néandertaliens. Alors, l'image, elle évolue d'une façon paradoxale en ce moment, et parce que finalement, on peut distinguer deux périodes. Donc, cette période où on a cet homme de Néandertal qui va être considéré comme un être assez primitif, brutal, etc. Une réhabilitation assez forte à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'aux années 70, où des scientifiques vont dire mais que finalement, si on habillait un néandertalien dans le métro de New York, il passerait inaperçu. Je pense par exemple aux travaux de Carlton, Sekun, etc. Mais on est dans un contexte scientifique un peu particulier. Il y a eu les événements de la Deuxième Guerre mondiale et à nouveau une dégradation de l'image de ce néandertalien qui se fait, je vais dire, dans les années 80-90, où on a les premiers travaux sur la génétique des populations qui nous servent à reconstruire le peuplement humain, qui démontreraient à l'époque que les Néandertaliens seraient tellement différents de nous au niveau génétique que obligatoirement on doit les considérer comme une espèce différente. Et à nouveau, on a une vision assez critique de l'homme de Néandertal. Je pense aux travaux du professeur Lieberman qui disait que les Néandertaliens n'avaient pas les mêmes capacités langagières que les nôtres, ou aux travaux encore plus récents de notre regretté collègue et ami Harold Diebel, qui suppose que les Néandertaliens n'ont pas inhumé certaines de leurs morts, alors que pour certains scientifiques, dont nous sommes avec Jacques, c'est une question qui ne fait plus l'objet de doute. Donc c'est bizarre, ces Néandertaliens, ils représentent une sorte d'avatar que l'humanité moderne actuelle refuse de reconnaître comme très proche de soi en termes de comportement, parce que finalement, nous, on est en train petit à petit de refuser la part animale qui est en nous, pour ne penser qu'à un futur humain à travers notre production culturelle. Ouh, c'est dur, hein? Non, mais il a raison. Alors, Marco, Bruno vient de nous parler un petit peu de la génétique. Il y a des avancées récentes en génétique. Hein. On sait, a priori, que nous avons en nous une part de génome de Néandertal. Est-ce que tu peux nous commenter un petit peu ces dernières avancées scientifiques? Oui, effectivement, on assiste vraiment à un scénario qui s'est ouvert dans les dernières 15 ans, 20 ans, 10 ans, surtout 10 ans, grâce à des énormes investissements qui ont été apportés sur l'étude, pas le génétique, mais sur l'étude en général du comportement néandertalien. C'est-à-dire à partir de 1997, quand les premières parties de DNA, de ADN néandertalien ont été extraites, il y a eu des nouvelles, de changements vraiment importants dans la façon d'interpréter la génétique et les relations biologiques entre nous et les Néandertaliens. Maintenant, on peut dire que grâce à des avancements importants, effectivement, on s'est confirmé que les premières
homme anatomiquement moderne dans les Balkans, découvert dans les Balkans, garder une quantité d'ADN néandertalien relativement important et que les derniers 30 000 ans suivants, et durant le Paléolithique supérieur, enregistre une diminution progressive de cet ADN néandertalien, de cette quantité. Nous, on garde encore une petite quantité. Et la signification de cette diminution de contenu de ADN néandertalien est le focus et le sujet de nouveaux projets de recherche. Il semblerait que il y a eu un avantage durant la première rencontre, il y a eu 47 000, 45 000 en Europe, un avantage pour les premiers hommes modernes ensuite à cette flux génétique, change génétique, un avantage pour être bien capable de s'adapter à ces nouveaux territoires et les nouveaux climats qu'ils ont rencontrés durant leur colonisation, on peut dire, de l'Europe. Mais mis à part l'aspect génétique qui va être vraiment développé dans le futur, il faut penser que il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans, un article était sorti dans Science qui présente l'ADN extrait par les sédiments de niveau archéologique. C'est-à-dire que les génétistes sont capables d'extraire de l'ADN des hommes qui ont habité les grottes, soit des hommes modernes, soit des hommes de Néandertal, grâce à la détection de matières organiques conservées, gardées dans les sédiments. Et nous, on l'a appliqué. Même en Italie, on a donné l'accès de prélever des échantillons à la grotte Fumane et dans d'autres sites. Et effectivement, ces résultats étaient vraiment incontournables. Donc, il y aura dans l'avenir la possibilité d'obtenir une quantité plus importante de matière biologique datable à la transition homo néandertal, homo moderne, et de comprendre vraiment, de reconstruire, j'espère, les dynamiques de contact, de comportement et de changement, pas seulement biologique, mais on verra même au niveau culturel. Et effectivement, les dernières 10 ans, on peut dire, on vraiment nous stimuler vers l'ouverture de nouvelles perspectives, vers la reconsidération de l'homme de Néandertal qui disposait d'un langage symbolique et de la capacité de extraire des ressources alimentaires, à la fois alimentaires et à la fois utilisables pour les symbolismes, absolument jamais pensé dans les périodes précédentes, dans les années précédentes. Je crois que la dernière sépulture néandertalienne découverte était en Asie, je crois, en Asie occidentale, en 1983. Et effectivement, le comportement néandertalien doit être encore bien connu. Et il ne faut pas oublier que grâce à la génétique, aux études paléogénétiques, la communauté scientifique s'est rendue compte qu'il y avait plusieurs humanités, à la fois l'homme de Néandertal en Europe, l'homme naledi, et pas seulement grâce à la génétique, mais grâce à la découverte dans les grottes, l'homme naledi en Sud-Afrique, l'homme de Denisova en Asie, et donc une panoplie, un scénario complexe, compliqué de plusieurs humanités qui ont évidemment ou des échanges qui se sont rencontrés et qui ont probablement donné vie à des entités culturelles qu'on doit encore bien connaître. Merci. Jacques, on a vu dans le reportage que Fred Maxu nous indiquait un endroit où il y avait possiblement la trace d'un doigt de Néandertalien. Est-ce que c'est encore de la science-fiction d'imaginer, à la lueur de ce que vient de nous dire Marco, qu'on puisse prélever à cet endroit-là et trouver l'ADN du Néandertalien qui a laissé son doigt dans la grotte de Bruniquel ?
Est-ce que ça fait partie des folies auxquelles un responsable d'équipe et de projet scientifique peut rêver? Ah ben, on a Voilà. intérêt à rêver, on a intérêt à, comment dire, à se projeter vers le futur et à essayer de solliciter les techniques les plus innovantes, les plus novatrices. Non, c'est pas du tout un rêve. D'ailleurs, on a fait, c'était quand? C'était en mai. En mai, C'est cette Sophie qui a fait des prélèvements de sédiments qu'on a envoyés au laboratoire de Leipzig, ou même qui sont passés chez toi, Marco, à Fuman, et pour voir s'il n'y avait pas un petit peu d'ADN conservé dans les sédiments de Bruniquel. Alors évidemment, on n'est pas du tout dans les périodes qui sont étudiées par ces généticiens. C'est pas le généticien, hein. Ils travaillent sur des périodes qui sont plutôt vers 50 000, 60 000, 70 000. Ils ont quand même réussi à extraire d'infimes fragments d'ADN d'un site espagnol à Tapuerca, à Cima de los Huesos, on a 400 000, donc on peut rêver. Bruniquel, on est entre les deux fourchettes, donc on peut rêver. De toute façon, qui ne tente rien n'a rien, bien entendu. Donc ça, c'est parti. C'est dans un labo à Leipzig, en Allemagne, pour le moment. On attend les résultats. Voilà, donc oui, bien entendu qu'il faut faire de la prospective et rêver. Sinon, voilà, on fait une archéologie un peu du quotidien moins palpitante. Bruniquel permet de rêver, ça c'est clair. Alors Marco nous évoquait la question de la pensée symbolique. Est-ce que vous pouvez, que ce soit Bruno, Jacques ou Marco, nous parler un petit peu de ce qu'on imagine aujourd'hui, de ce qu'on arrive à penser à retrouver de cette pensée symbolique? Quels sont les éléments qui permettent de se projeter vers une pensée symbolique? Est-ce qu'on a une idée de ce à quoi pouvait ressembler ce langage symbolique chez Néandertal aujourd'hui? Est-ce qu'on commence à avoir des indications? On a vu il y a quelques dessins, je crois. On a parlé de dessins néandertaliens, de petits signes discrets dont il est difficile aujourd'hui, dont je sais que les datations sont contestées et autres. Mais est-ce qu'on a aujourd'hui quelques idées là-dessus? Oui, on en a beaucoup. Vaste question. Il faut que je prévienne la salle, quelque part, que moi, je fais partie des rares scientifiques qui existent encore sur la Terre qui considèrent que les Néandertaliens sont peut-être des Homo sapiens. Donc, je ne pense pas que les différences de capacité cognitive des Néandertaliens, relativement à celles de nos ancêtres, étaient dramatiquement importantes. Je pense même qu'elles étaient même pas de question de degrés. On l'a dit tout à l'heure, ce sont certes deux humanités biologiques distinctes, mais je pense qu'en termes de comportement, l'homme de Néandertal a exactement les mêmes comportements que ses contemporains non néandertaliens qui existaient en Afrique ou en Asie. Et cette pensée, elle n'est pas de Bruno Moreil, scientifique actuellement devant vous, elle est héritée de celle de mon professeur Bernard van der Merch qui m'a accueilli à Bordeaux et qui avait démontré que c'était le cas en trouvant les premiers hommes modernes, les plus vieux hommes modernes au Proche-Orient, contemporains du Moustérien, le Néandertalien de Saint-Césaire, qu'on supposait alors contemporain des Châtelfurniens. Et toute l'analyse que moi je peux faire en tant que paléoanthropologue et directeur d'opérations de terrain me montre qu'à un moment donné, quand j'essaie de mettre en parallèle ce que faisaient les Néandertaliens et ce que faisaient des non-Néandertaliens, j'ai la même chose. Les Néandertaliens sont les plus vieux Européens, inventeurs des sépultures primaires en pleine terre. Avant eux, il n'y en a pas. Après eux, il y en aura, mais qu'au Gravétien. On n'a pas de sépulture aurignacienne, on n'a pas de sépulture solutréenne. Jacques l'a dit, à la Cima de los Huesos, qui est un site fantastique près de Burgos, on a une cavité karstique à nouveau, où on a des restes humains. Ils sont en position secondaire, donc leur origine est assez complexe à comprendre au niveau de la cavité. Mais ces restes humains, qui sont âgés de près de 450 000 ans, ont assez probablement été sélectionnés en fonction de l'âge au décès des individus. C'est-à-dire qu'on retrouverait la même concentration de restes humains au néolithique dans cette région, on dirait que nous serions en présence d'une sépulture collective avec une sélection des décédés en fonction de leur âge. Donc je considère que les Néandertaliens, au niveau de leur capacité symbolique, avaient des capacités similaires aux nôtres. Et c'est en ça que je trouve que la découverte de Bruniquel nous ouvre une porte qui est complètement différente. Et c'est en ça, selon moi, que le travail de Jacques, de Sophie est quelque chose d'extraordinaire. C'est pour ça que j'ai dit à un journaliste du CNRS qu'il y a un avant et un après Bruniquel. Parce que la découverte de Bruniquel nous oblige à se demander ce que l'on comprend de la structuration sociale de ces sociétés-là, il y a 160 000 ans, et nous démontre que cette structuration sociale est beaucoup plus complexe, je vais dire beaucoup plus moderne, même si je n'accorde pas beaucoup de sens à ce mot-là dans ce cadre-là, que ce qu'on croyait. Ces groupes humains-là avaient des comportements d'une complexité
que nous, préhistoriens, paléoanthropologues du XXIe siècle, refusons de leur reconnaître. Et Bruniquel nous démontre que ce n'était pas ça. Alors, est-ce que, justement, Jacques, je crois qu'à un moment, tu évoques une œuvre collective, c'est-à-dire plusieurs personnes qui travaillent à l'édification de cette structure. Donc, bien évidemment, qui dit œuvre collective nous dit il y a certainement quelqu'un qui coordonne, peut-être un sachant qui sait un peu mieux organiser. On voit bien, effectivement, qu'il y a une structure sociale qui se dessine derrière cette structure de Bruniquel. La structure sociale des Néandertaliens, on la connaît un peu par d'autres aspects des vestiges, hein. Surtout grâce à la faune, les vestiges de faune chassée, consommée qu'on a dans les sites. Je le dis un peu dans le reportage. Ça, on les connaît très bien parce que c'est très bien documenté sur énormément de sites à travers l'Europe, l'Eurasie, et on sait qu'ils pratiquent des chasses qui sont complexes, avec certainement quelqu'un qui pense la chasse. La chasse, elle se fait pas n'importe quand, c'est à une saison. Il faut des guetteurs, des rabatteurs, je l'ai dit à un moment donné, et après on passe aux bouchers, etc. Et ces tâches doivent être organisées, structurées. Et on arrive même à percevoir des formes de spécialisation ou de proto-spécialisation. Ce sont des proto-bouchers ou des proto-charcutiers, je ne sais pas, mais on sent qu'il y a quelque chose d'assez subtil dans ce qui nous paraît, nous, un charnier d'ossements. Et il n'y a aucune raison que le parallèle ne puisse pas être fait et établi avec les constructions de Bruniquel. Elles sont parmi les plus anciennes, datées et qui ressemblent à quelque chose de construit, d'aménagé. Elles sont complexes. On a chiffré tout ça. On était très fiers de nos chiffres. On a claironné nos chiffres sur toutes les radios et dans toutes les télés du monde, à savoir qu'ils avaient manipulé plus de 2 tonnes de matériaux. Ça représente X mètres linéaires de matériaux arrachés. Avec des constructions qui sont pensées en termes de gabarit. Il y a un gabarit, on le dit dans le film, hein. Et donc tout ça nous amène forcément à avoir l'image d'une société qui est structurée et qui a forcément quelqu'un qui pense et puis d'autres qui exécutent et certainement ceux qui éclairent. Parce que dans ce milieu-là qui est contraint en termes d'accès, il faut être techniquement organisé. Et donc l'éclairage est très... Il y a des éclairagistes. Voilà, en résumé. Mais alors, il y a ceux qui ont pu aider Lucas Henry pour réaliser son film, on le voit bien, les éclairagistes. Justement, cette question de l'éclairage, on vous voit dans le reportage, Sophie, on vous voit essayer de faire des prélèvements et de discuter avec votre collègue autour des températures qui sont atteintes par ces foyers. Est-ce qu'on a déjà quelques indications, quelques résultats autour des températures? Moi, j'ai 2 questions. Quelle température ça pouvait générer? Et d'autre part, dans le reportage, on voit que ce sont les pompiers de Gironde qui rentrent en milieu confiné. Je doute que les Néandertals soient rentrés avec des masques respiratoires. Donc, comment se faisait la ventilation? Est-ce qu'on a déjà une petite idée? La carrière de Lugasson est minuscule. C'est un espèce de L qui fait, je ne sais pas moi, 30 mètres carrés, qui n'a qu'une entrée. Donc, si on dégage de l'oxyde de carbone ou du dioxyde de carbone, c'est mortel. Et on ne s'en rend pas compte. Donc, les pompiers sont là pour ça. Dans la grotte de Bruniquel, le volume est très différent. Et très probablement, alors là, c'est peut-être pour Sophie quand d'enchaîner, il y avait probablement les 2 côtés qui étaient ouverts et donc peut-être une circulation d'air. Voilà. Oui, donc ça, effectivement, c'est un peu encore le mystère. Ça, on n'en parle pas dans le film. Il y a plein de choses dont on ne parle pas dans le film. Hein. Dans 5 ans, j'en refais un autre. La grotte est vraiment comme ce qu'on appelle un recoupement de méandres. Donc, c'est-à-dire que c'est un tube rectiligne, une galerie rectiligne qui se trouve dans un promontoire rocheux. Et donc, là où on entre, c'est d'un côté. Et puis, la topographie montre que finalement, le fond de la grotte, donc, qui ne sort pas pour l'instant de l'autre côté, mais est fort proche du versant de l'autre côté. Et donc, ce qui nous a mis la puce à l'oreille aussi, c'est qu'il y a des tas de concrétions dans la grotte où il y a une espèce de ce qu'on appelle des brocolis. Donc, c'est des espèces de petits concrétionnements d'un côté de pas mal de stalagmites et qui font penser à un courant d'air qui arrivait de l'autre côté de la grotte. Et donc, ça supposait qu'il y avait à un certain moment une entrée de l'autre côté de la grotte. Et donc là, on est encore dans l'inconnu. Donc, visiblement, il y a dû y avoir une ouverture à un certain moment de l'autre côté de la grotte, donc qu'on voit dans les stalagmites, mais qu'on voit également dans les traces d'animaux, puisque dans le fond de la grotte, il y a énormément de traces d'animaux. Ça, Michel pourra sans doute rajouter quelque chose. Oui, effectivement, je vais tout à fait dans
dans l'hypothèse de Sophie. On avait imaginé déjà, dès la découverte de la cavité et dès la première topographie spéléologique que nous avions réalisée, une sortie possible à l'autre bout. Et on l'avait indiqué avec un point S hypothétique, mais on n'a jamais voulu creuser parce que déjà gérer une entrée, c'est délicat. S'occuper de 2 entrées, ça aurait été pire. Mais effectivement, il y avait un petit courant d'air, et Bruno nous en a parlé puisque c'était l'origine de ces travaux. Alors effectivement, quand il dit courant d'air, dit grand volume derrière, j'aimerais bien que ce soit vrai pour tous les trous qu'il y ait un courant d'air, parce qu'à ce moment-là, on aurait toujours des gros volumes derrière. Et ça serait très très bien. Faut Donc pas là, aller ça creuser réussit. dans le Tarn-et-Garonne. Hein. Oui, voilà. Oui. C'est la seule grotte qui est grande dans le Tarn-et-Garonne. Hein. Mais alors, On a trouvé la belle grotte. ce qu'Hubert Camus a découvert quand même, faisait une partie de la topographie extérieure cette année, c'est qu'il a découvert ce qui devrait être la zone d'effondrement d'un grand porche, pas tout à fait à l'endroit où l'on rentre. Nous, on rentrerait sur un bord seulement. Et cette entrée désobstruée donne quelque chose d'anecdotique par rapport à l'entrée principale qui devrait être beaucoup plus vaste. Alors, quand Sophie parlait d'empreintes, effectivement, on a des empreintes d'ours, mais on sait que l'ours, lui, est un animal qui visite le milieu souterrain. C'est un spéléologue né, alors il n'y voit pas plus que nous, c'est-à-dire qu'il se promène dans le noir absolu, quitte à se rompre le cou en avançant sous terre, en voulant descendre un puits, il va se fracasser au fond. Mais l'ours visite tout. Donc l'ours, lui, passe dans des passages relativement exigus. D'accord. Puis on a trouvé quand même des empreintes de suidés, dont de sangliers, type sanglier. Déjà, le sanglier, il a moins l'habitude de ramper. Mais on sait qu'on peut le rencontrer loin sous terre. On a quelques amis qui nous ont fait part de sangliers rencontrés à plusieurs kilomètres sous terre, toujours vivants. Mais alors, ce qui est assez curieux, c'est que dernièrement, on a quand même découvert, avec Fred Maxud, des traces de cerf. Alors, un cerf avait de belles empreintes de cerf. Alors, un cerf, c'est quand même un petit cheval. Ceux qui ont eu l'occasion de fréquenter un cerf dans les bois, c'est pas n'importe quoi. Et quand il a sa ramure, c'est encombrant. Donc, pour qu'un cervidé se promène dans la grotte de Bruniquel, c'est qu'il devait y avoir une entrée suffisamment spacieuse à son passage, et donc assez grande aussi pour l'homme, bien entendu. Ce qui suppose aussi une ventilation peut-être plus conséquente que celle que l'on a à l'heure actuelle. Parce que lorsque Bruno a découvert l'entrée et lorsqu'on a mis la cavité en sécurité, ce que nous avait demandé François Rousseau, nous avons pris la précaution de laisser volontairement, au lieu de faire une fermeture complètement étanche, de laisser à peu près le volume qu'il y avait à l'origine pour garantir l'équilibre naturel du site. Mais à l'origine, ça devait être une grande entrée avec probablement une communication de l'autre côté vers le fond et donc un courant d'air suffisant pour emporter les fumées. Quoiqu'on sait que déjà des tribus à l'heure actuelle vivent dans des conditions, dans des huttes parfaitement enfumées, et on sait que la fumée, ça conserve. Donc, oui. La viande morte seulement. Jacques, avant de donner la parole à l'assistance, pour combien de temps vous êtes parti là, sur cette cavité en termes de recherche? Je pense que maintenant, il y a un énorme projet. On a entendu Sophie qui nous disait qu'il y avait plein de choses en réflexion. Il y a un gros projet. Quel est l'avenir scientifique, je dirais, de la grotte de Bruniquel? En t'écoutant, je jetais un œil à la salle pour voir si j'apercevais toujours à contre-jour Didier Delhomme, le conservateur régional de l'archéologie. Donc, on a eu une réunion ce matin. On fait un point 2 fois par an avec le service régional. On essaie d'interagir pour essayer de mener des concerts, tout ce qui concerne la perspective. Là, on a une autorisation triennale, c'est-à-dire qu'on a un projet 2018, 19, 20 qui est autorisé. Après, il y a des ajustements annuels sur des prélèvements, etc. Évidemment, on est parti sur du long terme. On ne souhaite pas faire du très long terme. 3 ans, c'est pas mal. Je pense qu'après, je ne vais pas improviser publiquement en plus. On ne s'est pas concerté avec Sophie, mais peut-être qu'une année sabbatique pour préparer un bouquin, une monographie, quelque chose comme ça, ou une série de publications un petit peu ciblées, ça pourrait être pas mal. Et après, à nouveau, peut-être 3 ans, parce que pendant les 3 premières années, on n'aura même pas été dans le fond au-delà de la salle à structure. Là, il y a la salle à structure qui est à 300 mètres. Elle est à peu près maintenant étudiée, grossièrement inventoriée. Maintenant, il faut qu'on revienne vers l'entrée
pour voir ce qu'il y a entre l'entrée et la salle à structure. Et il y a pas mal de choses, il y a des vestiges. C'est pas dans le film, on a interdit d'ailleurs à Luc Henry qu'il le mette dans le film pour garder quand même un petit peu de billes pour l'avenir. Donc il reste des choses... C'est sous réserve que je puisse faire un autre film. Donc c'est dans des roches, mais pour le moment ce sont dans des roches, dans des cartons. Et j'espère que tu vas les garder, tes roches. Non, il y a d'autres indices qui sont assez excitants entre le secteur d'entrée et la salle de la structure. Ouais. Ouais. Et, et effectivement, l'avenir de la technique, parce qu'on a bien vu, hein, tout est scellé par la calcite. Ouais. Mais qu'y a-t-il sous la calcite? Je crois que... Sous la calcite, il y a probablement ce qui doit être pour un archéologue le nirvana, c'est-à-dire un sol archéologique, avec peut-être des vestiges. Je dis bien pour un archéologue, juste pendant ma vie d'archéologue. Et donc, effectivement, le but, c'est quand même essayer d'aller récupérer au moins ce sol archéologique. Il est scellé par quelques centimètres de calcite. Après, il y a un petit vide sédimentaire qu'a vu Serge dans le carottage qu'on a fait cette année. Après, il faut être raisonnable. C'est un site unique, avec des structures uniques, donc on a des réflexes de conservation et donc on ne peut pas ouvrir cette salle de la structure. Donc on va essayer avec les autorités et avec toutes les autorisations et les propriétaires aussi d'aller vers un sondage le plus petit, le moins invasif possible pour voir si la nature de ce sol archéologique répond à ce qu'on pense qu'il y a dessous. À savoir certainement pas mal de vestiges brûlés. Parce que le travail de François Lévesque montre beaucoup de vestiges brûlés sous la calcite qu'on ne voit pas. Et donc ça, c'est quand même intéressant d'aller les chercher. En plus, la datation a montré aussi que la calcite a commencé à pousser juste après, ou en tout cas dans les mêmes dates que la structure elle-même. Hein. Donc pour la base du plancher, là, on a 176 000 ans. Donc depuis 176 000 ans, on a un dépôt de calcite qui a pu être vraiment très important. Et donc je pense qu'il y a beaucoup de choses archéologiques qui se trouvent sous la calcite dans une grande proportion de la cavité, en fait. Pas seulement dans la salle de la structure, mais il peut y avoir donc, dans toute la cavité énormément de calcite qui a recouvert tout le sol archéologique. Alors on espère trouver un Néandertal peut-être un jour. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle peut-être? Quelques questions? Une dent isolée, c'est pas si mal. Il faut... On est à contre-jour, donc on ne voit pas du tout la salle. Non. Ah, c'est mieux là, oui. Une question, monsieur Devant. On a bien entendu ce soir à partir de quelle date cette grotte a été fréquentée. Hein. Vous parlez de 1700, de 175 500. Hein. Voilà. Alors, elle n'a plus été fréquentée à partir de quelle époque? Est-ce que vous avez pu la dater? Question, Alors, est-ce que quelqu'un a des éléments là-dessus? Ou Michel. Nous commençons à avoir quelques éléments sur une fréquentation qui pourrait être plus récente. Et qui pourrait, parce que nous n'avons qu'une seule date à l'heure actuelle. Mais dans la salle des Bauges, donc, près de l'entrée, on a repéré aussi des fragments d'os calcinés, qu'à l'époque, en 92 et 93, l'équipe vétérinaire, Yves Lignereux, que tu connais bien, et Lionel Lafont, avaient marqué à l'époque comme charbon. Il y avait un indice sur 300 repères osseux. Il y en avait un au milieu où il y avait marqué charbon. Alors ça nous a un petit peu intrigués, on a dit charbon. Quoi donc? Alors il faut faire de la lévitation pour y aller, parce que c'est un sol qui là n'est pas calcité, dont on se déplace de zone dure en zone dure en faisant très très attention, mais presque au milieu de cette salle, on a repéré dans des fragments d'os brûlés. Un prélèvement a été effectué, Dominique Gentil s'en est occupé, et là, une datation donc, conventionnelle, carbone 14, a donné pour l'instant une date à environ 33 000 ans, 33, 36, 33 je crois, hein, 33 000 ans. Donc on pourrait avoir une occupation plus récente dans la cavité, près de l'entrée, ce qui paraît, je dirais, presque naturel. La salle s'y prête, et personnellement, je m'attends à ce qu'on trouve effectivement à cet endroit-là, dans cette salle, une occupation anthropique. Alors voilà, ça pourrait être quelque chose de beaucoup plus récent. Est-ce qu'une présence humaine aux alentours de 30 000 ans n'a pas
modifier de manière sensible les éléments de structure que vous datez de 176 000 ans. Ouais. Non. Tu m'excuseras, Michel, Oui, mais vas-y, je vais vas-y, un tout tout à petit fait. peu nuancer Oui. l'histoire de la date de l'os brûlé. La date est tout à fait correcte. Les prélèvements, on les a fait ensemble, il n'y a pas de souci. Probablement, ce charbon d'os a bien 33 000 ans. Mais le problème, c'est que ce sont des charbons qui sont millimétriques, centimétriques. Et les archéologues savent, et les géologues leur rappellent quand ils l'oublient, qu'il y a ce qu'on appelle des colluvions. Et donc, ça, c'est des éléments qui peuvent flotter avec une remise en charge du réseau, avec des ruissellements. Et donc, ça ne signe pas une occupation humaine à 33 000 ans au pied de l'éboulis. Ça indique juste qu'un os date de 33 000 ans qui a pu probablement venir. Moi, je pense qu'il y a effectivement des occupations, mais dans une zone de porche qui était peut-être à l'extérieur, et après, ça a pu fluer et être remobilisé. Donc, on n'a pas encore réellement étudié ces parties-là du site. Et donc, moi, j'ai plutôt l'impression que le site a été, mais c'est plutôt à Sophie à intervenir là-dessus, le site a plutôt été fermé après la fréquentation principale néandertale. Parce que sinon, il y a les ours qui passent, mais les ours, est-ce qu'ils rentrent par l'entrée actuelle ou par l'entrée opposée au versant qu'a évoqué Sophie? Ça, c'est pas encore très clair, il faut qu'on travaille là-dessus. Sophie, tu as de très bons arguments pour nous dire que le porche a été fermé, colmaté très très tôt, avec des dates très anciennes. Oui. Donc ça, c'est donc l'entrée par laquelle on entre pour l'instant. D'abord, elle a été élargie au marteau par les spéléologues. Donc c'était bien fermé au départ. Après, les premières datations qu'on a obtenues sur la calcite qui recouvre en fait tout l'éboulis qui ferme l'entrée, ces premières datations montrent des dates de 360 000 ans. Et donc ça, c'est pour une partie de l'éboulis. On est quasi sûr que cet éboulis-là n'a plus bougé depuis 360 000 ans. L'autre côté de l'éboulis, donc par lequel on descend aujourd'hui, en passant par les toitures élargies par les spéléologues, là, les dates sont plus récentes, mais enfin, on a quand même des dates de 150 000 ans. Donc, je pense que l'éboulis est quand même clairement relativement ancien. Alors, quand exactement ça s'est entièrement fermé, ça, on n'en est pas encore tout à fait sûr. Donc, il a pu rester une petite ouverture pendant relativement longtemps, et peut-être jusqu'à, je sais pas moi, 40 000 ans, c'est possible. Ça, on ne connaît pas la date de fermeture complète. Si je peux rajouter quelque chose, je me souviens d'un excellent argument qui était celui de François Rousseau, repris par Jean-Claude et bien expliqué par Jean-Claude, qui cherchait l'un et l'autre des peintures, des gravures. Dans une grotte de cette nature, il est presque pas normal de ne pas trouver des panneaux de peinture, une empreinte de main négative, un bison silhouetté. Et s'il n'y a pas ces peintures-là ou ces gravures-là, eh bien c'est que peut-être l'homme moderne plus récent n'a pas eu accès au site. Moi, je suis plutôt sur cette perspective-là. Évidemment, je tire le fil dans le sens qui m'arrange, mais je pense que si l'homme moderne avait eu accès au site, il aurait investi le site et il se le serait approprié d'une autre manière. Et donc là, j'ai l'impression d'un site qui est plutôt néandertal et uniquement néandertal. Évidemment, ça m'arrange un peu de penser ça pour le moment. Oui, mais en même temps, je pense que pour aller dans ton sens, Jacques, il y a quand même un certain nombre de sites, d'autres sites à proximité de Bruniquel, dans la vallée de l'Aveyron, où on a effectivement de la présence attestée. Si les Magdaléniens avaient eu accès à Bruniquel, les Magdaléniens de la vallée de l'Aveyron sont bien connus, et je pense qu'effectivement, ton argument, en tout cas, est recevable. Sophie. Au niveau de l'autre partie de la question, donc la pollution du site, donc de la date de 176 000 ans, là, il faut savoir que là, il n'y a pas de doute possible. C'est-à-dire on a une structure construite qui a été entièrement figée dans de la calcite. La nouvelle calcite qui fige en fait tout ce site à la même date, si vous voulez, que le site lui-même, que les stalagmites utilisés dans la structure. Donc là, on est sûr, c'est quelque chose qui n'a pas bougé depuis 176 000 ans. On connaît la date de fermeture, si vous voulez, par la nouvelle calcite, donc la date de fixation, qui est la date de la construction de la structure. Là, les dates correspondent. Donc là, effectivement, c'est quelque chose qui n'a pas pu être pollué, ramené ultérieurement, ça c'est impossible. Donc là, la date est sûre. Une autre question dans la salle. Oui, bonsoir. Merci pour la qualité de vos explications, votre humour en plus, c'est très sympathique. Alors j'avais une question relative, donc on a vu que l'appareillage de la structure était très important, et donc est-ce qu'on a une idée de l'outillage qu'ont utilisé les Néandertaliens
pour prélever, comme vous nous avez dit, ces morceaux de stalagmites. Alors, la première question, c'est a priori, vous n'avez la question est très claire. voilà, vous n'avez pas trouvé d'outils dans la grotte. La question est très claire. On est un peu démunis pour des raisons plusieurs fois évoquées, à savoir que tant qu'on n'a pas le sol archéologique, on n'a pas de vestiges associés, on n'a pas trouvé d'outils. On pourrait s'attendre à trouver des percuteurs, par exemple. Il y a des gros galets qui peuvent servir de percuteurs. Bien qu'il y ait une série assez intéressante on a une série assez intéressante de gros galets en quartz, d'un module assez inhabituel, on va dire, pour une mise en place uniquement géologique, naturelle. Il y a toute une série d'immenses boules, une espèce de galets très ovoïdes en quartz, le matériau le plus résistant. On les a regardés, il n'y a pas de trace de percussion dessus. Donc, ça c'est un petit peu tentant d'y voir des percuteurs. Dans la salle de structure, on n'a pas d'outillage. En même temps, Hubert nous a bien expliqué dans le film qu'on peut assez facilement extraire les stalagmites comme matériaux de construction avec des choses extrêmement élémentaires. Donc, en les arrachant, quand la stalagmite est posée sur de l'argile, les spéléos savent ça se bascule. Et si la stalagmite a poussé sur un plancher et qu'elle est cimentée, là, effectivement, il faut taper avec un percuteur. On n'a pas ce percuteur, mais les préhistoriens savent que le percuteur est un outil extrêmement précieux. Et les préhistoriques, en général, ne laissent pas leur percuteur, parce que comme c'est précieux, ils partent avec. Donc, nous, on trouve très peu de percuteurs dans nos sites, dans les niveaux d'habitat, y compris dans des ateliers où il y a des centaines de milliers de vestiges. On ne trouve très, très rarement des percuteurs, parce qu'un bon technologue, c'est comme un artisan, il choisit pendant très longtemps son percuteur, et quand il est bien à sa main, il le garde. Et donc, il les emmène, et donc on a très, très peu de percuteurs, ou alors des percuteurs fragmentés. Pour le moment, on n'en a pas trouvé. Je ne sais pas ce que tu penses de ça, Marco. Marco, votre avis là-dessus? De percuteurs ou d'outils qui auraient pu travailler la structure? Oui, bien sûr. Mais il ne faut pas oublier que vous n'avez pas les vrais pavements, la vraie surface exposée. Donc, vous n'avez pas la possibilité de vérifier s'il y a effectivement des percuteurs sur le sol original couvert par la concrétion. Mais oui, il ne faut pas avoir de grandes masses d'outils pour fragmenter les stalactites et les spéléothèmes. Mais effectivement, tu as raison. Bon, les percuteurs sont des objets particuliers, recherchés et des fois difficiles à sélectionner, à trouver, et donc bien gardés dans l'ensemble des outils des hommes des Néandertals. Ouais. Alors dans le film, on vous voit aussi essayer de retrouver, si j'ai bien compris, l'endroit d'où étaient extraits ces spéléothèmes. Vous avez des pistes? Est-ce qu'ils viennent de la salle elle-même, de la structure? Est-ce que vous avez des indications prouvant qu'elles auraient pu être amenées d'un côté ou de l'autre, assez loin? Parce que bon, déjà, moi, ce qui m'a frappé, c'est la standardisation. Il y a déjà manifestement, comme Jacques le reprécisait tout à l'heure, un gabarit. Et puis, elles viennent d'où, quoi? Parce que bon, sur les images, on comprend bien qu'effectivement, on voit les stalagmites récentes. On les voit très verticales, donc celles-là, ce sont les récentes. Mais les anciennes, elles viennent d'où? Dans la cavité de la salle de la structure, vous avez déjà des indications? Est-ce qu'on ne peut pas voir à travers le plancher de calcite des arrachages, des choses comme ça? Oui, alors je vais parler sur ce qu'on avait découvert tout à fait au début, en 92 et 93. On avait repéré effectivement dans la structure ou juste à proximité de la structure, à quelques 50 cm ou mètres près, des traces d'arrachement. Or, dans la structure elle-même, on a des concrétions qui sont tronçonnées, des morceaux, et on a quelques concrétions avec la base, c'est-à-dire concrétion complète, sommet, base, racine. Et on avait retrouvé, donc, on avait noté 3-4 traces d'arrachement tout à fait à proximité. Mais après, Jacques aussi on a fait un inventaire ensemble sur des concrétions cassées, dont on ne trouve que la base. On trouve des sommets aussi qui n'ont pas leur base, donc, disons, un petit peu perdus, qu'on peut peut-être raccrocher une concrétion cassée un petit peu plus loin, mais qui n'ont pas été utilisées. Et puis ces fameux trous d'arrachement, en nombre relativement nombreux. Et ce qui est assez curieux, c'est qu'on voit même, alors arrachement, il faut faire attention.
il y a eu un plancher de calcite sous un niveau d'argile. Donc si on fait un arrachement de la concrétion, on va obtenir une sorte de cratère un petit peu informe. Mais si on casse la concrétion alors que la base va rester dans le sous-sol, et si on la bascule, on va avoir un bourrelet sur le côté, un bourrelet argileux. Et on trouve régulièrement de ces trous d'arrachement de concrétion cassés avec un bourrelet. Et on se rend compte que le bourrelet a été produit, bien sûr, par le basculement de ce morceau de concrétion dans un sens particulier. Donc, ce qui nous tend à qui nous prouve un petit peu qu'on avait là la mine qui a servi à la construction de la structure. Alors Jacques va compléter parce que là il y a tout un tas de remarques. Tu as dit l'essentiel. La zone de prélèvement est dans la proximité de la salle de la structure, dans un secteur assez bien circonscrit. Et ce qui est intéressant, mais on n'a pas encore fait cet inventaire, c'est qu'au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la salle de la structure, on a d'autres zones d'arrachement, comme l'a précisé Michel, des stalagmites. Moi je les appelle décapités. On a l'impression qu'ils ont, c'est vraiment, ils ont pris la tête et ils ont laissé juste la base. Donc elles sont orphelines de leur base. Et la base, excusez-moi, le sommet de la stalagmite n'existe plus. Donc c'est qu'il a été emporté. Après, on peut toujours, il faut évidemment, s'entourer de tout le cortège des explications naturelles. Il faut qu'on démontre que ce n'est pas un phénomène géologique, qu'il n'y a pas eu un éboulement en masse ou un ruissellement qui a pu naturellement comme ça emporter les stalagmites. On a fait une visite avec un collègue là qui avait des idées très arrêtées sur la question. Il est ressorti relativement convaincu par toutes nos explications. Et c'est le collègue le plus critique dans ce domaine-là qui existe actuellement dans la spécialité. Donc on est assez rassuré du fait que la plupart de ce qu'on observe est quand même le fait anthropique, en tout cas majoritairement anthropique. Après, il y a quand même les ours qui sont passés et là, ils ne nous ont pas facilité le travail. Juste une question concernant le bout d'os qui a été trouvé calciné. Il est devenu quoi en fait? Est-ce qu'il a été redaté ou pas? Est-ce qu'il a été détruit sur la première datation? Le tout premier que nous avions prélevé en 93. Voilà, ouais. En fait, il est passé dans la machine. Il a été dévoré par la machine à l'époque. À l'heure actuelle, ça ne serait pas le cas. Il en resterait des petits morceaux, mais il fallait une plus grande quantité à l'époque. Et donc, il n'en reste plus de ce morceau. Donc, il ne restait, dans les feux, dans les foyers, il ne restait aucun vestige de... Si. Donc, on a retrouvé un autre morceau d'os brûlé qui, en plus, était calcité. Donc, il y a une couche de calcite qui s'est déposée dessus. Et au lieu de dater l'os au C14, puisqu'on savait qu'on allait être au-delà, on a daté, et ça on voit dans le film Dominique Gentil prendre l'échantillon vraiment très proche, le plus proche possible de l'os brûlé, et on obtient la même date que 176 000 ans. Donc là, à nouveau, on est sûr que cet os brûlé a été déposé là avant la date obtenue. Et donc, on est sûr que c'est contemporain de la structure de Bruniquel. Donc, à nouveau, c'était une preuve en plus. On était très contents parce que c'était vraiment une preuve en plus pour confirmer la date qu'on avait obtenue sur les structures elles-mêmes. On est en train d'échanger avec Francis parce qu'en fait, il faut que vous sachiez qu'on ne sait pas dater au-delà de 50 000 ans avec le carbone 14. Donc tous les ossements, les charbons, tout ce qui est matière organique ne peut pas être daté si ça a plus de 50 000 ans. Donc ce qu'on date, c'est uniquement la calcite qui recouvre ce qui a plus de 50 000 ans. C'est ce que vient d'expliquer Sophie. Et en fait, là, on parle du très gros ossement qu'on voit d'ailleurs dans le film. C'est super de l'avoir montré dans le film. C'est un document historique. Et puis du prélèvement fait par Dominique Gentil et qu'on a redaté, en tout cas la calcite. Mais en fait, il y a quand même plusieurs dizaines de fragments. Alors, ils sont centimétriques, ils sont millimétriques. Mais on en a plein de ces petits ossements brûlés, calcinés. Parce qu'ils se sont servis de l'os comme combustible. Et donc, ce qui n'a pas été évacué par un ruissellement ou je ne sais quelle évacuation naturelle est toujours dans les structures de combustion. Donc, il y en a pas mal quand même. Hein. Et maintenant, il y a des techniques qui nous permettent d'identifier l'espèce sans les parties anatomiques qui habituellement permettent aux paléontologues de le dire. Donc, on va peut-être pouvoir dire s'ils n'ont utilisé comme combustible que de l'os d'ours ou de l'os de cerf ou de l'os de bison ou de cheval. C'est les fameuses méthodes Zoom qui sont en train de se développer en ce moment. C'est génial, la technique.
ça, on vit une époque formidable parce que, comme disait Michel, je me souviens quand j'ai commencé sur les stalagmites, c'est la moitié de la stalagmite qui partait à la datation. Ouais. Et on obtenait une date avec un morceau de calcite comme ça. Une moyenne en plus. Et donc on avait une date moyenne pour un morceau de calcite comme ça, alors que maintenant, bah, il faut 400 mg de poudre, c'est vraiment des tout petits prélèvements, et on arrive à faire plusieurs prélèvements, et donc on peut dater vraiment des niveaux différents à un demi-centimètre l'un de l'autre. Donc ça, c'est fabuleux. Une dernière question dans la salle? Avant de terminer, j'aimerais bien quand même dire un petit mot. Vous avez vu un certain nombre d'acteurs, dont certains sont ici sur la scène, mais dites-vous bien que derrière, dans l'ombre, il y a des dizaines de chercheurs, d'ingénieurs, de techniciens qui ont travaillé, et parallèlement des dizaines de spéléologues aussi, qui ont permis la réalisation de ce film. Je pense que là aussi, pour eux, qu'on ne voit pas, et qui sont derrière, on pourrait aussi les applaudir, parce que... Ouais. D'ailleurs, à ce sujet, mon plus grand regret, c'est d'avoir dû faire qu'un 52 minutes. Parce que l'histoire de la datation de l'os couvert de calcite, je l'ai filmé. La datation, l'analyse par Jean-Noël Rouzot des charbons de bois qui prouve que les charbons sont bien des charbons, qu'ils ont brûlé à une température supérieure de 900 degrés et que ça vient de l'os, je l'ai filmé. Tout ça, je n'ai pas pu le mettre. Il y a plein d'histoires que je n'ai pas pu mettre, pas que des intervenants extérieurs à l'équipe scientifique. Donc j'ai dans l'idée peut-être de me lancer, si j'ai l'énergie de me lancer dans un 90 minutes, je ne sais pas à quoi ça servira, mais peut-être pour des conférences, mais parce qu'il y a la matière en fait, ou peut-être par un prochain film dans 3-4 ans, je ne sais pas. On verra, quand il y aura peut-être les résultats de l'ADN. Ça pourra servir aussi, je pense, dans le projet de valorisation qui est en cours de... Ça, c'est possible. En cours d'élaboration. En tout cas, merci à toutes, merci à tous. Et on voit quand même ce soir que le Tarn-et-Garonne amène une nouvelle pierre à la connaissance de l'histoire de l'homme de Néandertal. Et ce n'est pas la moindre des choses.